Bref, remarque sur ce que j'ai noté, moi, en lisant tes comptes rendus. Hein. D'abord, si tu veux, il me semble que cette personne, elle a un déficit de base. Bon, c'est pas difficile à comprendre. Hein. Déficit de base, elle n'a pas été acceptée comme fille, etc., avec une mère très distante. Et pourquoi c'est un problème, le déficit de base? C'est parce que ce qui se joue dans les tout premiers temps, c'est ce que Winnicott appelle la personnalisation. Enfin, c'est pas dans les tout premiers temps, mais je vous le détaillerai un peu plus. La personnalisation, c'est-à-dire que grâce au holding maternel, l'esprit va pouvoir s'intégrer dans le corps et le corps va être perçu intérieurement comme une espèce de boussole qui indique ce qui se passe en soi. Si ça c'est raté du fait d'un holding déficitaire, etc., bon, on reviendra tout ça en détail, bien sûr. Mais si ça c'est raté, alors le vrai self, c'est-à-dire celui qui est capable de percevoir ce qui se passe en soi et de le relier au mental, le vrai self n'a pas la possibilité de se développer. Et ce qui se développe, c'est un faux self, en l'occurrence pour ta patiente, faire attention plus aux désirs, aux besoins de sa mère ou d'autres qu'aux siens. Et ça a orienté vraiment tout l'ensemble de sa vie, c'est-à-dire que la centration sur l'autre, les besoins de sa mère, les besoins de sa sœur, l'interdit de résider dans son corps de fille ou de femme, d'autant plus que c'est un poids transgénérationnel et qu'en plus elle-même a tué sa fille, entre guillemets. Déficit du coup, si t'as pas de contact avec toi parce que t'es coupé du corps, bah t'es obligé de te diriger par le mental. C'est ce que les psychosomaticiens comme Marty, par exemple, appellent la tyrannie du moi idéal. Le moi idéal, c'est pas pareil que l'idéal du moi. Le moi idéal, c'est une construction imaginaire à laquelle on devrait être soumis. Je devrais être comme ça, quoi. Hein. Alors que l'idéal du moi, c'est plus quelque chose qui est en rapport avec les parents ou autres qui sont vraiment appréciés comme une sorte de modèle. Elle a un moi idéal qui la torture, à défaut d'avoir pu construire un idéal du moi. Et ce moi idéal est tellement idéal et complètement imaginaire que par rapport au moi idéal, elle est toujours en déficit. Je suis nul, ça apparaît dans toutes ces séances quasiment. Je suis nul, je suis incapable, etc. Par rapport à qui je suis nul? Par rapport au moi idéal que j'ai été obligé de construire comme une espèce de représentation imaginaire, à défaut d'avoir pu réussir à intégrer mon self et d'avoir eu un holding suffisant qui m'a permis d'accéder à l'idéal du moi représenté par des parents satisfaisants. Donc du coup, coupée d'elle-même en tant que fille, elle se croit mieux, c'est mieux les garçons. Elle est en déficit dans la gestion de ses pulsions, d'une part, l'agressivité, donc comme disait Katia, qui est projetée sur le monde extérieur. Et pourquoi? Parce que à l'intérieur de soi, cette violence, c'est la culpabilité de l'avoir. J'ai tué ma fille, donc je peux pas me permettre. Et la menace de la violence extérieure. Donc il y a vraiment un double interdit sur la violence et sur l'agressivité. Donc du coup, ça peut pas être un point d'appui pour se libérer. Et il y a aussi un interdit sur la sexualité. On peut imaginer, bien que vous n'en ayez pas parlé, que sa sexualité est déficiente, que il faudrait voir un peu comment elle a vécu sa ménopause ou des trucs comme ça. Vous abordez jamais ça, c'est intéressant. Mais à mon avis, c'est gravement déficitaire aussi. Donc, Ouais. Elle parle très peu de son copain, enfin bien sûr, de son actuel compagnon. À chaque fois que je creuse un peu là, c'est vrai qu'elle est lude. oui, Et à un moment, je lui ai fait remarquer, mais pas de manière indirecte. Elle me dit non, c'est vrai, j'en parle pas, mais je ne parle que des problèmes. Ça se passe bien, donc j'en parle pas. ouais, Tu vois. d'accord. Oui, on la croit tout à fait, quoi. Et à défaut de pouvoir être en lien avec son propre corps, ses propres pulsions, ses propres désirs, ses propres besoins, et à défaut de ça, elle crée un faux self que tu as perçu quand elle est la dame bien sous tout rapport. Et ce faux self, en même temps, c'est une sorte d'accrochage au réel externe. Il faut faire comme ça. Il y a les principes, il faut faire comme ça, Hmm. etc. À défaut de lien avec elle. Et ça donne quoi? Une pensée opératoire, c'est-à-dire les rêves éveillés, les séances sont quand même vachement marquées par
le réel externe, le banal, etc., etc. Donc, du coup, évidemment, bâtie là-dessus, on comprend qu'elle évite les rêves éveillés très investis parce qu'il ferait monter de la peur et des peurs violentes. Elle se méfie envers son monde intérieur et du coup envers le monde extérieur projeté. Et elle a une sorte de déficit vital de base aussi, hein. Je pense qu'il doit y avoir une sorte d'ennui dans sa vie que peut-être toi-même tu ressens aussi d'ennui à certaines séances, j'en sais rien. Alors, si on imagine que ça donnerait un peu les hypothèses de base, surtout au niveau du vrai self déficitaire et du défaut de personnalisation, donc du défaut d'habitation de son corps et d'elle-même, eh ben, on retombe sur le fantôme dont parlait Véronique, c'est-à-dire c'est un truc qui est mental, quoi, qui fonctionne dans le mental. C'est intéressant ce cas parce que en plus vous allez en rencontrer d'autres. Donc c'est intéressant qu'on y réfléchisse. Et par ailleurs, c'est intéressant aussi de voir que ça peut être une tentation pour le psy de rester là-dedans. Elle propose de parler du banal et on reste dans le banal et on essaye tant bien que mal d'introduire autre chose, mais ça marche pas. Donc comment on va faire? Alors ça, c'est une vraie question. Parce que comment aider quelqu'un qui est dans le faux self à se relier à un vrai self, on va y revenir. En tout cas, c'est la vraie question. Comment ça pourrait être plus vivant à l'intérieur d'elle, dans les rêves éveillés et dans sa vie? Donc, comment faire l'expérience du vivant créatif dans ses rêves éveillés, dans ses séances, dans le lien avec toi, alors que sa peur de base est intense, culpabilité, peur d'être interdit d'être elle-même, peur de la folie, etc. Moi, je vais te donner quelques réponses, quelques conseils, mais voilà, c'est à voir à l'usage. Il ne faut pas se précipiter dessus, etc., hein. Pour les rêves éveillés, pour le moment, laisse tomber des oies ou Nicole Fabre. Et ce qu'il faudrait plutôt, c'est en parler avec elle, parler des résistances, mais pas en nommant ça comme résistance, évidemment, mais en soulignant que chaque fois qu'elle arrive vers un obstacle, elle préfère ne pas y aller, elle préfère éviter, elle préfère ralentir ou tout ce qu'on veut. Vous en discutez, vous reconnaissez que c'est comme ça dans les rêves éveillés, et puis ensuite, Tu as remarqué qu'on en parle souvent, hein. oui, oui, On l'évoque souvent, hein. mais il s'agit d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire pas que ça soit une culpabilisation, mais dire mais pourquoi c'est comme ça et quel est le prix que vous payez pour ça, tu vois? Et le prix qu'elle paye, et il faut lui expliquer que ce qu'elle peut trouver si elle va derrière les obstacles et si elle ose aller vers ce qui fait peur, eh ben elle peut trouver ce qui va devoir être dénoué pour qu'elle soit bien dans sa vie. Il faut qu'elle comprenne le sens. Si elle, il faut, j'ai lu quelque part, je me rappelle plus où, il faudrait que je retrouve, qu'il faut que les deux aient la motivation d'aller vers la douleur, d'aller vers ce qui fait mal, d'aller vers ce qui fait peur. Toi, tu l'as parce que tu sais que c'est là que ça se joue, mais elle l'a pas. Elle sait pas qu'il faut qu'elle aille vers la douleur pour pouvoir la régler. Il faut qu'elle aille vers le terrifiant, vers l'affolant, vers tout ça. Donc il faut que tu lui fasses comprendre que c'est le but d'une psychanalyse, que le but d'une psychanalyse, c'est pas de faire des jolies choses, c'est d'aller vers ce qui fait souffrir, ce qui fait peur, ce qui est terrifiant, pour pouvoir enfin s'en libérer, le dénouer. Une fois qu'elle sera d'accord avec ça, du coup, vous pouvez peut-être envisager tous les deux de faire des rêves éveillés qui soient plus libres, plus fous, plus émotionnels. Mais comme ça lui fait peur, et comme toi, tu es dans le carcan de la technique, il faut un peu laisser tomber le carcan. C'est-à-dire, par exemple, j'ai remarqué que tu disais, la règle, c'est de faire un rêve éveillé toutes les 3 séances, et c'est en général 20 minutes. Ben non, non, ça maintenant, on s'en fout. La règle, ça sera plus ça. Ça sera peut-être de faire un rêve éveillé 10 minutes, mais qui sera vachement intense. Ou peut-être d'en faire une fois de temps en temps, mais que vous seriez tous les deux d'accord pour dire, et là maintenant, est-ce que ça serait pas intéressant d'en faire un, toi? Et non pas que ça soit toi qui dise, ah ben là, c'est la séance où on va faire un rêve éveillé. Ça, à mon avis, c'est une erreur, tu vois. Et c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? C'est une erreur parce que tu es un bon élève.
Et les bons élèves, ils font la bonne technique, mais pas encore de la On nous musique. explique qu'il faut tenir, Jean-Marc, on nous explique qu'il faut tenir le cadre et que c'est vachement important. Moi, tu sais, le cadre, c'est quelque chose avec lequel je peux très bien me libérer, hein. Faut pas me pousser très longtemps pour me libérer du cadre. Non, Mais on non, nous non, explique non. que c'est important. Attends, Voilà. attends. Je te dis pas de te libérer du cadre. Je te dis de Hmm. changer, d'amener quelque chose de plus souple dans cette deuxième étape de sa cure. Et c'est Ok. quelque chose de plus souple. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle réussisse à faire des vrais rêves éveillés et que ces vrais rêves éveillés, ça veut dire quoi un vrai rêve éveillé? Ça veut dire qu'on accepte de laisser venir des images sans les choisir, qu'on intègre quand même une certaine activité pour pas rester immobile ou fasciné devant ces images, et que tout ça symbolise quelque chose de fort concernant notre histoire. Donc ça veut dire qu'on va le vivre avec intensité. Il faut être associé pour que ça soit un vrai rêve éveillé. Si t'es pas associé, c'est pas un vrai rêve éveillé. C'est du joli projeté, c'est de la projection intéressante, mais c'est pas du vrai rêve éveillé. Le vrai rêve éveillé, c'est le but final de pouvoir acquérir un espace interne de symbolisation des émotions, de ce qui se traverse, de ce qui se vit en nous, etc. Et pas juste de se raconter des histoires, quoi. C'est toute la différence entre faux self et vrai self. Donc, le but, si le but c'est de réussir à ce qu'elle fasse des vrais rêves éveillés et qu'elle se les approprie, eh ben, il faut pouvoir être capable, avec l'aide de la supervision, hein, pas tout seul, pas comme ça parce que j'en ai marre du cadre, il faut pouvoir être capable d'adapter le cadre. Il y a des trucs très intéressants dans Yeux ou d'autres sur le cadre rigoriste ou le cadre suffisamment flexible. Dieu sait si on vous indique à quel point il est capital pour la sécurité du psychisme du patient d'avoir un cadre solide et repérable. Ça, je suis entièrement d'accord. Et en même temps, il ne faut pas que ce cadre devienne rigide et étouffant. Il ne faut pas que ça soit anti-créativité, tu vois, il faut que ça puisse laisser la place à du vivant. Exactement comme les frontières internes de notre psychisme, qui doivent être suffisamment frontières et suffisamment semi-perméables pour que ce qui vient puisse s'exprimer, tu vois. Donc il y a une similitude entre les rêves éveillés et la théorisation concernant les frontières internes. Donc, je dirais que peut-être tu peux commencer un peu à travailler sur le bénéfice qu'il aurait à aller voir des trucs émotionnels et à les vivre dans les rêves éveillés. Pas seulement dire, tiens, comment ça se fait, mais dire, voilà ce que vous pourriez trouver, qui est le but final, quoi. Et deuxièmement, à pouvoir avoir une certaine souplesse, toi, sur la proposition des rêves éveillés et sur le fait et sur la durée de ces rêves éveillés, puisque c'est les deux points sur lesquels tu es un peu rigide, qui est toutes les 3 séances et 20 minutes. Là, c'est quand on sent que c'est prêt et ça, le temps qu'il faudra. Ça peut être 10 minutes ou ça peut être 3 quarts d'heure. Et en accord avec elle, il faut que vous jouiez tous les deux avec ça, tu vois. Mais avec la supervision, puisque tu es en train d'expérimenter comment tu connais bien la Non, mais technique. moi, je dis, c'est Jean-Marc qui m'a dit, c'est tout, hein. Eh ben non, mais ça c'est une erreur. Faut que tu Ah, l'appropries, parce faut que que tu te l'appropries. Parce que si c'est Jean-Marc qui m'a dit, c'est pas intéressant. Tu as vu que c'était une plaisanterie de ma part. Oui, oui, mais c'est pas si plaisanterie que ça. Mhm. C'est tout à fait juste. Ok. Il faut que tu puisses saisir le truc et t'en approprier le sens. Et en particulier que le travail entre vous soit plus plus du jeu, quoi, quelque chose qui soit sur le mode du jeu, à la recherche, on cherche ensemble, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et t'es pas le seul chargé de faire avancer, tu vois. Sinon, bien sûr, je dirais aussi pour amener du vivant là-dedans, et donc l'accès au vrai self qui va forcément passer par des rêves éveillés terrifiants, bon, et des transferts qui vont être difficiles. Mais peu importe, vous avez le temps. Vous en êtes un premier tour il y en aura plusieurs tours. Travail métaphorique. Sortir du pli, question. Surveille. Surveille tes interventions. Toutes les fois qu'elles ont tendance à se terminer par un point d'interrogation,
essaye de voir comment tu pourrais dire autrement. Tu peux le reformuler, tu peux le replacer par des reformulations sans point d'interrogation, comme je l'ai indiqué dans les cartes du thérapeute. Et aussi, tu as intérêt, là, quand tu as la question, au lieu de la donner en question, la transformer en une rêverie intérieure. Tiens, ça me fait penser à quoi, tu vois? Pas forcément la faire travailler. Tu peux travailler, toi. Par exemple, plutôt que de dire et ça vous fait quoi? Tu ne dis pas ça vous fait quoi? Et toi, intérieurement, tu te demandes ce que ça lui fait, ce que ça te fait. Et après, tu peux peut-être même te brancher, dire, tiens, c'est vrai que moi, ça me ferait un peu penser à ça. Et puis, bien sûr, toujours du métaphorique, du métaphorique, du métaphorique. C'est la seule façon d'apprendre à s'écouter soi-même sous une forme qui soit pas trop violente. Et pour la personne, à s'écouter elle-même aussi. Le travail métaphorique avec la conduite, les automobiles, les gros camions, les couloirs, là on a un boulevard. Mais dans d'autres domaines, tu peux faire aussi le travail métaphorique avec eux. Ne pas trop soutenir une conversation. J'ai l'impression que vos séances, et c'est pas que toi, Eric, hein, c'est beaucoup une conversation. Alors, une conversation, c'est très bien en TBSI. En psychanalyse, c'est pas sûr que ce soit l'idéal parce que du coup, ça a une tendance à amener sur l'actuel, ce qui se répète dans l'actuel du problème de base, euh, et ce qui laisse pas de place à des temps où on va rêvasser ensemble, tu vois. Alors, bien sûr que pour elle, ça va être long, t'attends pas à ce que ce soit du jour au lendemain, etc. Mais il peut y avoir des petits temps de silence où vous rêvez ensemble et pas où tu te crois obligé de pas laisser de blanc, ni elle non plus. Vous êtes Mais, ensemble, vous êtes ensemble. Voilà, vous êtes Mhm. ensemble. Comme le petit gamin, tu sais, la capacité d'être seul en présence. Le petit gamin qui joue pendant que sa mère fait du repassage. Il peut être seul, vous connaissez ça, j'espère, hein. Il peut être Ouais. seul et intégrer une capacité de solitude qui n'est pas une solitude, qui est en fait une introjection d'une mère soutenante et présente. Il peut être seul et jouer tout seul parce qu'il est en présence. Pour Winnicott, c'est un des éléments vraiment importants de la vie, d'être capable d'être seul soi-même, mais pas une solitude souffrante, une solitude habitée par le lien avec soi-même et avec la mère intériorisée, le père intériorisé, etc. Donc être capable d'être seul en présence, c'est quelque chose que ta patiente pourrait expérimenter quand elle vous commencerez à être à l'aise avec le silence tous les deux. Ce qui ne veut pas forcément Alors dire oui, voilà, ce qui ne veut pas oui, oui. forcément dire Je t'avais dit que maintenant, moi, je parlais beaucoup moins. C'est elle qui oui, démarre, je la laisse pas démarrer. Tu vois, c'est des choses. Et effectivement, j'ai eu déjà ces conversations dans mes comptes rendus. Si tu veux, on voit pas les blancs, oui, tu vois. oui, Mais il y en a, hein. bien sûr. Mais tu as raison. Il faut que je m'applique à ce qu'il y en ait plus. Mais voilà, c'était Pas, juste pour non, dire non, ça, non, quoi. non, non, pas que tu t'appliques. Enfin, ok, d'accord. Ouais, Faut que ok, tu j'ai trouves compris. du plaisir à ce qu'il y en ait plus D'accord. et à ce que ça résonne à l'intérieur de toi. Que tu trouves du plaisir. Parce que pour que cette psychanalyse devienne vivante, elle l'est déjà, hein, il y a eu un gros travail de fait, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais pour Hmm. continuer à aller vers la direction d'une vie du vrai self, il faut que toi aussi tu te sens vivant à l'intérieur à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on avait parlé l'autre fois, tu te rappelles? Je te disais, mais Oui, absolument. Je m'en il y a souviens moyen bien. de se sentir vivant et intense. Et ça, pour se sentir vivant, ça suppose que tu vois, t'es une espèce de dialogue à l'intérieur de toi avec ce qui se passe, avec ce qui se passe pour elle, avec tes images, avec les siennes, avec comment ça t'évoque des Hmm. trucs, etc. Et ça deviendra passionnant. Et en même temps, pour Hmm. elle, sans que tu lui dises quoi que ce soit de ton mécanisme psychique, tu es en train de créer du fait de l'intersubjectivité sur lequel, alors là, il faudra vraiment qu'on comprenne la théorisation de ça, mais vos deux psychismes sont mélangés. Et toi, ce que tu fais, ça lui est utile. Tu vois. Donc, investir les séances sur le mode un peu plus de jeu, où t'es pas le seul chargé de tout faire, tout faire. Rester bienveillant envers toi-même.
pas de moi idéal de ce que tu devrais être. Au pire, l'idéal du moi d'être un peu comme tes superviseurs ou un peu comme Jean-Marc, mais pas un moi idéal construit et imaginaire. Et bien sûr, tâchez de la voir comme une personne à égalité. Vous êtes ensemble dans ce travail. Vous cherchez ensemble. Vous cherchez ensemble. Une psychanalyse, c'est une aventure à deux. Un patient tout seul, ça n'existe pas. C'est une aventure à deux et on ne fait pas la même aventure avec tel psychanalyste et avec tel autre. C'est Winnicott qui disait qu'un thérapeute, il fallait qu'il aime jouer ou qu'il sache jouer, sinon c'est pas un thérapeute, quoi. Ou alors il fallait qu'il réapprenne à jouer avec ses patients, je sais pas quoi. Ouais, quelque C'était chose une comme tirade. ça, ouais. Ouais, il dit que le jeu, c'est la vie pour lui, hein. Ah Euh, bon, ouais. j'ai une citation de Winnicott. La psychothérapie s'effectue là où deux aires de jeu se chevauchent, celle du patient et celle du thérapeute. Ce qui est encore plus facile avec les thérapies d'enfants, parce qu'on voit bien que les aires de jeu se chevauchent, mais avec les Ouais. thérapies d'adultes, c'est là. Et pour finir, Hmm. une dernière citation de Winnicott. Nous sommes pauvres, en fait, si nous ne sommes que saints d'esprit. Ce qui vous libérera.